Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Peter Kazadi de l'UDPS font leur entrée dans le nouveau gouvernement, pour ne citer que cela. L'ordonnance a été lue tard la nuit sur la chaîne nationale. Début de l'opération de toilettage du fichier électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, s'y est rendu au Centre national de traitement pour s'en rendre compte. Détail dans ce journal. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards affrontent tout à l'heure les Mourabitoun au stade tout-puissant Mazembe. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial Christian Bokaya. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Remaniement du gouvernement Sama Lukonde, de nouveaux noms rejoignent l'équipe gouvernementale. Le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, a été nommé vice-premier ministre en charge de la défense nationale, alors que Vital Kamerhe prend les commandes du ministère de l'économie. Peter Kazadi de l'UDPS est le nouveau patron du ministère de l'Intérieur et François Moana Kaboulou va au ministère des Sports. Un gouvernement de 58 personnes, dont 16 femmes, a été rendu public après plusieurs semaines d'attente. Le gouvernement Sama Lukonde 2. Si la plupart des membres du gouvernement Sama Lukonde 1 conservent leur poste, peu ont été permutés et d'autres débarqués. On note cependant l'entrée dans ce nouveau gouvernement des gros calibres de la politique congolaise. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national du MLC, nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, de Vital Kamerhe, président de l'Union nationale congolaise UNC, nommé lui vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, et Antipas Mbusa Nyamwisi, président national du Rassemblement des Congolais pour la démocratie Kisangani Mouvement de Libération RCD-KML, qui devient ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. À part ces figures d'éproux, il y a aussi Peter Kazadi, qui fait son entrée comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et qui remplace à ses postes Daniel Asselo, débarqué du gouvernement. Les autres débarqués du gouvernement sont Serge Condé des Sports et Loisirs, remplacé par le journaliste François Moana Kaboulou de la RTNC. Excellence, monsieur le ministre. Voici le résultat de la profession. Voilà. L'icône nationale est devenue aujourd'hui le patron de sport de notre pays. Quelle fierté, vraiment. Jean-Jacques Mbungani de la santé publique, remplacé par Samuel Roger Kamba Moulamba. Modéron Tsimba du tourisme, remplacé par Didier Mazenga qui était à l'intégration régionale. Gisèle Ndaye de la famille genre et enfants, remplacé par Mireille Massengo. José Mpanda Kabangu qui était ministre de la recherche scientifique et innovation technologique est permuté à l'agriculture en remplacement de Désiré Nzinga qui devient lui ministre des petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat. À la recherche scientifique et innovation technologique, José Pandé est remplacé par Gilbert Kabanda qui jusque hier, Gilbert Kabanda qui était ministre de la Défense nationale. Le vice-ministre Marc Ekila est titularisé au poste de ministre des Transports, voie des Communications et des Enclavements. Jadis occupé par Chéribin Okende, démissionnaire, qui a accepté de rejoindre Katumbi. Crispin Badou, qui était vice-ministre du Plan, est maintenant aux Affaires étrangères pour seconder le vice-premier ministre Christophe Lutundula. Tandis que Eustache Mouanzi, qui s'occupait des petites et moyennes entreprises, chapeaute dans le gouvernement Sama Lukonde 2 la décentralisation. Sami Adoubango, qui était vice-ministre des Affaires étrangères, est renvoyé comme vice-ministre à la Défense nationale. Il est remplacé aux Affaires étrangères par Crispin Mbadou. Parmi les nouvelles figures, l'on peut citer aussi Judith Toulouka, nommée au plan en remplacement de Christian Mwandon-Tsimba, Wivine Moleka, nommé vice-ministre aux ressources hydrauliques, et les députés provinciaux du Maniema, Pascal Bitikia, qui devient vice-ministre du plan. Plusieurs défis attendent le gouvernement Sama Lukonde 2, notamment la sécurisation dans la partie orientale, l'organisation des élections à bonne date et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Les réactions des Kinois n'ont pas tardé et divergent. Entre critiques et attentes pour ce nouveau gouvernement, Benjamin Moudiata a tendu le micro à quelques-uns. On les écoute. Entre remarques et expressions de grosses surprises, le gouvernement Sama Lukonde 2 fait jaser depuis sa sortie mercredi 23 mars, tard dans la soirée, avec une attention particulière sur la remarquable entrée en lice de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe,
respectivement vice-premier ministre en charge de la défense et vice-premier ministre en charge de l'économie. D'un côté, les Quinois pensent que les choix a été bons, mais tout en restant sceptiques. Nous acceptons, nous croyons que celui qui a fait le choix a fait un bon choix. Il a porté un bon choix sur des personnes qui ont de l'expérience politique et qui peuvent l'aider dans l'avenir. Parce que nous croyons que tout ça, à mon entendement, ce n'est qu'un point de vue personnel. Ça vise les élections qui se pointent à l'horizon. Par rapport aux attentes, les pensées de la plupart sont tournées vers la paix, qui pour certains devrait être le cheval de bataille commun pour le gouvernement Sama Lukonde II tout entier. On est un peu surpris d'abord de cet remaniement et voir le figurer comme Jean-Pierre Bemba, le Caméré. Bon, on s'est fait déjà une idée, on s'est fait déjà une idée par rapport à ce qui se passe. De toute façon, nous on souhaite que la paix, si c'est pour répondre aux attentes du peuple congolais, nous le souhaitons que bonne chance. Quoi que l'on puisse dire, les défis de la paix, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, restent l'outil test qui va juger la réussite ou l'échec du dit gouvernement, à en croire les Quinois. Direction la CENI où a débuté l'opération de toilettage du fichier électoral. C'est ce qui explique la visite de son président Denis Kadima au Centre national de traitement à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI, situé au siège même de cette institution. Cette opération a pour but d'avoir un fichier électoral consolidé et fiable. À l'issue de la visite des travaux à l'interne, le patron de la centrale électorale a expliqué la pertinence de cette opération. Nous sommes dans cette salle où les équipes qui sont là ne s'occupent que du dédoublonnage. Nous avions dit que les gens peuvent s'enrôler autant de fois qu'ils veulent, mais à un certain moment, nous allons, à partir d'une technologie très avancée, détecter les enfants, détecter les photos des photos et détecter un certain nombre de problèmes qui se posent. Et sur cette base-là, nous faisons l'adjudication. Denis Kadima a par ailleurs indiqué que seuls les cas illicites seront écartés avant de tranquilliser les requérants qui ont respecté les prescrits de la loi. Il y a des cas de rejet et il y a des cas qui sont confirmés. Mais ici, dans les images, il y a des enfants qu'on utilise, on leur prend des photos pour gonfler le nombre d'électeurs dans une entité donnée. Je répète, ça ne passera pas. Il y a toute une technologie que la CENI a développée au fil des années et elle va s'améliorant. Nous ne pourrons pas laisser passer cela. Donc, que ceux qui sont en train de s'enrôler de façon honnête se tranquillisent. On va nous amener les enfants et ces enfants-là seront écartés. On va nous amener des photos, cela sera aussi écarté. Et nous n'allons retenir que les personnes légitimes et ces personnes qui répondent aux exigences de la loi. Rappelons que l'opération de toilettage du fichier électoral a été programmée dans le calendrier électoral à l'intervalle de mi-avril et mi-mai, c'est-à-dire du 15 avril au 15 mai 2023. Le développement de 145 territoires à partir de la base n'épargne pas les provinces sous état de siège. C'est ainsi que le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu, a dépêché son conseiller principal en infrastructure pour s'enquérir de l'avancement des travaux de construction des écoles et centres de santé dans la province du Nord Kivu. Même sous agression extérieure, l'élan du développement des 145 territoires insufflés par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne doit pas s'arrêter. C'est dans ce contexte que le lieutenant-général Constant Dima Kongba, gouverneur de la province du Nord Kivu, a dépêché sur terrain son conseiller principal en matière d'infrastructure, David Kamoa. L'objectif est de se rassurer de l'avancement des travaux de construction des écoles ainsi que des centres de santé pour maintenir la santé publique dans une province sous état de siège. À Beni, exécuté par RSADEC, à Lubero, par Cefades. Sur terrain, David Kamoa a affirmé que dans près de 2 mois, les bâtisses seront inaugurées, déjà achevées à 90%. Je peux vous dire que je suis satisfait puisque Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Provence, le lieutenant-général Constant Dima, tient à ce que le Nord Kivu soit la vitrine par excellence de la matérialisation du plan de développement de 145 territoires. Et ici à Lubero où nous nous trouvons, je crois que vous constatez que les travaux évoluent très normalement
à plus de 90%. Et comme vient de me confirmer l'ingénieur, j'espère que d'ici un mois maximum, tous les travaux seront terminés. Et donc, je suis pleinement satisfait de la manière que ce plan de développement de 145 territoires est en train d'évoluer en territoire du Lubero. Je promets, tel que moi-même je viens de me rendre compte de l'évolution des travaux, que d'ici là, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ou même le chef de l'État, pourquoi pas, d'ici maximum avril, viendront ici pour l'inauguration de ces jolis bâtiments qui vont permettre à ce que nos enfants puissent étudier dans de très bonnes conditions et normalement d'être soignés dans des conditions idéales pour ce qui concerne effectivement les centres de santé qui sont en pleine construction. L'envoyé spécial du gouverneur militaire a rassuré aussi que ces travaux étaient lancés en septembre de l'an dernier à Saké et Massissi avec pour objectif de ne pas négliger les populations dites rurales. Parlant justement de ce programme, il s'est clôturé hier, jeudi, au centre Nganda, le séminaire de sensibilisation des agences locales d'exécution qui œuvrent dans 9 provinces sous la supervision du Bureau central de coordination. Le BCECO attend d'ici fin avril pour la première phase la livraison de 313 ouvrages, parmi lesquels les écoles et centres de santé. Au terme de ces 2 jours de séminaires de sensibilisation des agences locales d'exécution organisés par les bureaux centrales de coordination dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires lancé il y a 4 mois pour une durée de 6 mois, les participants se sont dit suffisamment outillés pour un atterrissage en douceur. Ce séminaire a été fructueux pour nous parce que ça nous a permis de renforcer nos capacités. Là où il y avait des failles, là où il y avait des faiblesses, ça nous a permis d'améliorer davantage afin de donner un résultat escompté. Pour la direction générale du contrôle des marchés publics, il était important de donner la bonne information aux agences locales d'exécution qui parfois connaissent d'énormes difficultés, y compris dans la constitution d'un dossier. Et nous savons tous que le P245 territoires est un projet phare au chef de l'État. Il y tient énormément. Alors il était question que les ALE qui ont bénéficié des financements par BCECO viennent, qu'on évalue un peu le projet. Est-ce que nous marchons dans la même direction ou il y a des choses à corriger ou à rectifier? Rappelons que le Bureau central de coordination, qui est l'une des agences qui assure la mise en œuvre de ces vastes programmes initiés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, attend d'ici quelques jours la livraison des 313 ouvrages dans les écoles et centres de santé pour la première phase. Au Brésil, au moins 13 personnes ont été tuées jeudi au cours d'une opération policière dans une favela près de Rio de Janeiro. Le mouvement mondial Amnesty International dénonce une énième intervention meurtrière et la politique guerrière menée par les polices de Rio. Un chef de gang aurait été tué pendant les affrontements, rapportent les autorités. On passe au sport. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards affrontent tout à l'heure les Mourabitoun au stade tout-puissant Mazembe. Les Fauves congolais doivent impérativement prendre 3 points pour se relancer dans le groupe I. Nous retrouvons notre envoyé spécial Christian Bokaya sur place à Lubumbashi. Bonjour Christian. Quelle est l'ambiance qui règne au stade Mazembe à quelques heures de ce match? Oui, bonjour. Il faut dire que l'effervescence monte déjà ici à quelques minutes de cette rencontre. La RDC Mauritanie, un match assez important pour les Léopards de la RDC qui doivent absolument s'imposer pour rester en course dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase finale se jouera bien sûr en 2024 en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à Lubumbashi, devant le stade TP Mazembe. Vous pouvez d'ailleurs le voir derrière moi. Voilà, les supporters, ils sont là. Ils sont prêts à ovationner leur star, les Léopards de la RDC, puisqu'il faut rappeler jusque-là, les Léopards n'ont gagné aucun match. Ils doivent faire mieux cet après-midi ici à Lubumbashi. Le public luchon est plutôt très fan. Applaudissez, écoutez comment est-ce qu'ils sont en train d'applaudir. Donc l'ambiance est vraiment bon enfant derrière moi. Et on devra bien sûr à une victoire. On sent une forte ambiance, on a même eu du mal à vous écouter, mais après la victoire du Gabon face au Soudan hier, les calculs sont devenus compliqués dans le groupe I. Est-ce que les Fauves congolais sont conscients de l'enjeu de ce match? Effectivement, ils doivent se donner à fond pour ne pas passer à côté de la plaque, surtout que c'est un match avec un enjeu aussi important. Sébastien Desabre et toute son équipe ont bien travaillé. D'ailleurs, hier, vous l'avez suivi en conférence de presse d'avant-match. Il a dit qu'il est fier de ce poulain, puisqu'on
Déjà vu, depuis le rassemblement, il y a quand même cette ambiance, on va dire, bon enfant qui règne au sein de la tanière. Et on espère que ce groupe va nous donner quelque chose de très intéressant, puisqu'on a vu Chancel Mbemba Mangolou et ses coéquipiers Cédric Bakambou et les autres qui sont venus avec un moral, on va dire aussi requinqué, pour essayer de laver la front, puisque rappelez, il faut toujours revenir sur les deux défaites écopées par la RDC depuis le début de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il ne faudra pas négliger la formation mauritanienne, puisque là, l'équipe en face s'appelle la Mauritanie. La Mauritanie actuellement deuxième du groupe I, bien sûr, avec 4 points, puisque hier le Gabon a battu bien sûr le Soudan 1-0. Donc cette victoire des Panthères du Gabon a essayé un peu de compliquer la donne dans le groupe I. Donc les Léopards n'auront pas droit à l'heureux. Ils doivent d'abord commencer par prendre 3 points ici à Lubumbashi avant d'aller chercher 3 points à Nouakchott. Puisque vous parlez de la Mauritanie, vous la voyez créer une surprise cet après-midi à Kamalondo? Pour l'instant, la Mauritanie, c'est cette équipe-là qui crée de la surprise, de la sensation, une équipe qui monte graduellement, on va le dire ainsi, parce que la Mauritanie a beaucoup souffert pour participer à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous, sa première participation remonte en 2019, bien sûr, en Égypte, et la Mauritanie était éliminée, bien sûr, au premier tour. Même chose de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Mais là, attention, au championnat d'Afrique des Nations, le Mourabitoun ont joué le quart de finale, et c'était bien sûr face au Lion de la Teranga du Sénégal. Donc c'est une équipe qu'il ne faut pas minimiser. D'ailleurs, on a senti quand même la sérénité qui règne au sein de cet effectif, avec son coach qui a bien sûr dit qu'ils sont là pour prendre des points. Ils vont jouer réservé, puisque la RDC viendra certainement faire le jeu. Eux aussi, ils ont des pions comme ça capables de faire mal, en tout cas la RDC, sinon ça reste un grand match. Nous, on est obligé de prendre 3 points. La Mauritanie aussi ne veut pas écoper de l'ignominie ici à Lubumbashi, sinon c'est un match de football. Il ne se joue pas en dehors du terrain. Il va se jouer sur le terrain, et les 90 minutes nous en diront un peu plus. Sinon, tous les dispositifs sécuritaires sont réunis. La RDC, vous le savez, à Lubumbashi précisément, on ne voudrait pas qu'il y ait des troubles ici à l'issue ou avant ce match. Donc un dispositif sécuritaire vraiment renforcé, la sécurité bien mise en place, la police qui est là pour bouter dehors tous les récalcitrants et permettre aux amoureux du ballon rond de pouvoir suivre cette rencontre avec une ambiance bon enfant. Et je reviens toujours sur cette ambiance du public derrière moi. Regardez comment est-ce qu'ils sont contents. Ils peuvent même applaudir pour nous rassurer que l'ambiance est au zénith. Et à quelques minutes de cette rencontre, une jure qui est sur la victoire de leur équipe, qui est bien sûr la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Christian Bokaya. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Lubumbashi. Merci pour ces informations et le rendez-vous est pris tout à l'heure. Place au rappel des titres. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Peter Kazadi de l'UDPS font leur entrée dans le nouveau gouvernement, pour ne citer que cela. L'ordonnance a été lue tard la nuit sur la chaîne nationale. Début de l'opération de toilettage du fichier électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, s'y est rendu au Centre national de traitement pour s'en rendre compte. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Léopards affrontent tout à l'heure les Mourabitoun au stade tout-puissant Mazembe. Nous étions en ligne avec notre envoyé spécial Christian Bokaya, que vous avez suivi en fin de journal. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Héritier Ntamboa me rejoint dans ce plateau pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. À la une de l'actualité, 15 morts en Ituri, plus de 300 depuis décembre selon l'ONU. Oui, exactement. C'est suite à l'insécurité grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. En effet, Africa Radio rapporte qu'une quinzaine de personnes ont été tuées ces 2 derniers jours par des groupes armés en Ituri, où selon l'ONU, plus de 300 civils ont été massacrés depuis début décembre. La milice communautaire coopérative
coopérative pour le développement du Congo, Codeco, en abrégé, est accusé d'avoir attaqué mercredi le village des Drodro dans les territoires de Djungu. Les miliciens y ont tué 6 personnes et en ont blessé plusieurs autres, a indiqué Charité Banza, président de la société civile de la chefferie regroupement des villages des Bahema Nord. Selon lui, des miliciens Codeco ont aussi tué 3 autres personnes jeudi dans les villages d'Engele, à une trentaine de kilomètres de là, dans les mêmes territoires. À ce même sujet, il y a l'insécurité Gloria. Actualité.cd nous amène justement à Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe, avec ce titre « Les villages Malo et Benzale vidés de leur population suite aux rumeurs sur une attaque imminente. C'est le mercredi dernier, après la découverte par les habitants de ces 2 villages des tracts annonçant une attaque d'assaillants armés entre jeudi et vendredi. La société civile des Kwamouth parle aussi, Gloria, de lettres rédigées par les assaillants pour annoncer cette éventuelle attaque, a dit à Actualité.cd Martin Souta, président de la société civile de Kwamouth. Ces médias rappellent qu'outre les attaques contre les embarcations sur le fleuve Congo, plusieurs habitants vident leur village suite aux rumeurs depuis l'attaque contre les villages Kinsele faisant au moins 15 morts. C'est le cas du village Bissiala qui est aujourd'hui déserté par sa population. La visite de Charles III dans le viseur de certains manifestants anti-réforme des retraites. Absolument, Gloria, c'est d'ailleurs le titre repris à la une de France 24. Charles III effectue du 26 au 29 mars sa première visite d'État à l'étranger en tant que souverain. Outre un dîner organisé au château de Versailles, il se recueillera à l'Arc de Triomphe à Paris avant de s'adresser au Sénat, une première pour un monarque britannique. Il se rendra également à Bordeaux où il doit circuler justement en tramway. Alors, la visite du roi Charles III, Gloria, qui arrive dimanche en France pour célébrer la relation bilatérale entre la France et le Royaume-Uni, risque d'être bousculée par la crise sociale qui secoue le pays. Je rappelle, il y a de manifestations en répétition. Certains manifestants d'ailleurs assurent avoir ces déplacements dans le viseur pour faire entendre leurs revendications. Alors, d'un média à un autre, radio France Internationale s'interroge, le roi Charles III foulera-t-il le tapis rouge à Paris, à 3 jours à peine de l'arrivée du successeur d'Elisabeth II à Paris? Le programme est toujours en suspens. Pourtant, le protocole de ces genres des visites de haut niveau ne s'improvise pas. La descente des Champs-Élysées sera-t-elle maintenue? Charles et Camilla pourront-ils prendre les trains jusqu'à Bordeaux ou bien encore se balader en tramway dans les rues de la ville comme prévu? Donc pas de changement pour l'instant, car tout peut encore changer. Le programme est toujours en cours d'élaboration, glisse un conseiller. C'est un détail, mais le tapis rouge sera bien déroulé pour accueillir le monarque britannique. Voilà qui met fin à notre revue de presse. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, héritier Tamoua. Je vous en prie, Gloria Mbouya. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Excellent week-end à toutes et à tous. Sur Espace 50, prenez soin de vous. L'actualité reste incontinue.